merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Merci Alain Madelin, ancien ministre de l'économie, Jean-François Kahn, l'écrivain. Alors, est-ce qu'Angela Merkel est devenue la seule et unique patronne de l'Europe? Qu'est-ce qu'on pense, ancien ministre de l'économie? Il a du mal à répondre. Alors allons-y. Non, pas du tout. Non, mais je laisse Jean-François. La question qui se pose, c'est... Franchement, j'ai l'impression que ces sommets-là, on surjoue la crise. On surjoue la survie de l'euro. Et donc, in fine, c'est vécu comme une sorte de grand bras de fer, etc. Je dis on surjoue, non pas qu'il n'y ait pas d'enjeu, mais vous voyez bien, prenons un exemple qui est dans l'actualité. On nous a dit, il faut recapitaliser les banques, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards. 108 milliards pour l'ensemble des banques européennes. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'en réalité, si c'est pour absorber le choc grec, les banques, et en tout cas les banques françaises, ont largement les moyens d'absorber ce choc sans être obligé de faire appel à l'État. Bon, enfin, est-ce qu'il n'est pas temps de surjouer la crise? C'est un exemple. Ça dépend de ce qui se passe en Italie. C'est un exemple de surjeu. Alors, il est vrai, comme le dit Jean-François Kahn, que l'Italie, c'est un autre domaine. Mais l'Italie, c'est pas le problème de recapitalisation des banques, parce que la recapitalisation des banques, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en recapitalisation. Si un jour il y a une crise de l'Italie ou il y a une crise de l'Espagne, c'est pas les capitaux des banques qui pourra répondre. Seule la Banque centrale pourra répondre. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui qu'il y a un surjeu, que d'ailleurs dans le jeu Merkel-Sarkozy... On va voir les images en même temps que vous parlez en vignette. Dans le jeu Merkel-Sarkozy, c'est pas Sarkozy qui a tort. Hein, je suis convaincu que c'est Angela Merkel qui a gagné pour le moment. Ce que dit Sarkozy sur la nécessité, sous une forme ou sous une autre, d'impliquer la Banque centrale européenne, c'est une nécessité. Si on ne le dit pas mercredi, eh bien, tout le monde applaudira parce qu'il y aura comme un plan, il y aura le FESF, etc. Mais il n'en reste pas moins que 8 jours ou une semaine ou 2 mois plus tard, la question reviendra. C'est formidable qu'ils disent ça quand même. Alors là, excusez-moi, je prends mon pied. Parce que, en gros, ça veut dire qu'on va faire marcher la planche à billets. Mais si, mais enfin, vous savez très bien. C'est comme la FE2. C'est ce que pensent les Allemands, en tout cas. C'est exactement comme la Banque fédérale américaine, c'est-à-dire qu'elle puisse jouer comme la Banque fédérale américaine. Et bon... Quel est son rôle de banque centrale et faire marcher la banque à billets en dernier ressort. Faire marcher la banque à billets pour pouvoir en effet que ça nous coûte moins cher. Bon, je dis pas que je suis contre. Je dis que ça soit un libéral, un monétariste qui dit ça, ça prouve que vous revenez de loin, qu'il s'est passé des grandes choses dans le monde. Jean-François Kahn ne connaît rigoureusement rien au monétarisme. Mais non. D'abord, premièrement, si vous faites marcher la planche à billets pour des tas de raisons aujourd'hui, pour acheter de la dette, ça ne provoquera pas de l'inflation. La seule chose que ça pourra faire, ça fera baisser l'euro. Éventuellement, c'est même pas sûr. Et je ne suis pas certain que ça soit un drame. Voilà pourquoi ce n'est pas une catastrophe du tout. Voilà, et qu'à un moment donné, si vous avez le choix entre ou l'éclatement de la zone euro ou l'intervention de la Banque centrale, inéluctablement, c'est l'intervention de la Banque centrale qui sera requise. Je dis simplement qu'il y a 10 ans, vous seriez sauté en l'air. Mais enfin, bref. L'important, c'est aujourd'hui. Vous êtes d'accord là-dessus? Non, il a raison sur que c'est surjoué. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura un accord. On va peut-être se tromper, mais je pense qu'il y aura un accord. Je pense qu'on sait qu'il y aura un accord. Qu'entre autres, Sarkozy, quand il dit on est au bord du gouffre, c'est pouvoir dire jeudi, ben voilà, on était au bord du gouffre et grâce à moi, entre autres, on n'est pas tombé dans le gouffre. Et c'est un peu grâce à lui si on arrive à des solutions. Parce que, en fait, si vous prenez absolument tout ce qui était une cause de confrontation entre la France et l'Allemagne, il faut bien le dire, c'est lui qui a cédé. Mais au fond, il a eu raison de céder, parce qu'il n'est pas dans un rapport de force. C'est-à-dire, s'il ne cédait pas, c'est la crise. On va lui reprocher d'avoir cédé sur tout. Il a cédé sur tout. Mais quelque part, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre que céder sur tout? Regardez, montrer une image d'unité. Il disait, et alors c'est quand même frappant, il faut rappeler, parce qu'il disait, non, il ne faut pas impliquer le secteur privé dans le sauvetage. Hop, elle a imposé. Merkel. Il disait non, il ne faut pas reconnaître le défaut de la Grèce. Ah, c'est elle qui a gagné. Il disait en effet, il faut créer. Que ce soit la Banque centrale il faut que ce soit là qui prête aux États, etc. Elle a dit non, et on ne le fait pas. Les banques vont être, enfin, etc., etc. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport de force qui a changé. Et on l'a bien vu. On a bien vu qu'il y avait deux fronts, qu'il y avait deux camps. Hein. Un camp, parce que l'Allemagne n'est pas isolée, contrairement à ce qu'on dit partout. Un camp des pays qui ont une situation relativement solide sur le plan financier, relativement saine, c'est-à-dire la Hollande, la Finlande et elle. Et le camp qui sont fragiles sur le plan financier, dont la France maintenant. Et c'est ça qui est absolument, absolument nouveau. Juste un mot de plus. On surjoue
le risque de crise en Italie. L'Italie a un excédent primaire, l'Italie a une dette qui est stable, l'Italie, paradoxalement, en plus 50% de sa dette ou 60% est détenue par les Italiens, est dans une meilleure situation que la France. Donc désigner l'Italie comme bouc émissaire, il n'a pas du tout apprécié Silvio de son copain peur. Nicolas. Mais qu'il y ait un problème politique en Italie, c'est une autre question. Mais qu'il y ait un problème sur le plan économique, je trouve que c'est pas un bon service à rendre au marché. En tout cas, il est très mécontent d'avoir reçu. Il est très mécontent d'avoir reçu des leçons des Européens et notamment de Nicolas Sarkozy. Il le dit ce soir. Berlusconi qui s'est engueulé, Sarkozy qui s'est engueulé aussi avec l'anglais. Avec David Cameron. Bon, allez, on passe au deuxième sujet parce que ça soucie un peu tout le monde. Tout ça pour ça. La charia qui revient en Libye, l'interdiction du divorce, la polygamie rétablie. Et par ailleurs, alors il faut bien faire la différence. Un parti islamiste modéré qui arrivera peut-être en tête aux élections législatives en Tunisie. Qui arrivera sûrement. Sûrement. Jean-François Kahn, tout ça pour ça, ça valait le coup? C'est vrai, les Français vont recevoir un choc. Il ne faut pas se faire d'illusions, un véritable choc. Ils vont apprendre qu'un parti islamiste, entre guillemets, modéré, ça n'existe pas un parti islamiste modéré, mais moderniste, oui, ça on peut dire. Pas modéré, mais moderniste. Mais enfin, c'est quand même un parti islamiste. Qui rétablit la polygamie, qui interdit le divorce. Non, mais c'est pas en Tunisie, ça. Non, je parle de la Libye. Ne le confondons pas, justement. Absolument. Donc, va gagner les élections avec 40% au moins, c'est-à-dire c'est pas mal. Et il va avoir une coalition, parce que les deux partis qui... Là, vous parlez de la Tunisie. Oui, en Tunisie, je parle de la Tunisie. Les deux partis qui arrivent après lui sont pour une alliance. Donc, à mon avis, il va former... Il est en situation de pouvoir former le gouvernement. Mais vous savez, il faut quand même rappeler une chose, c'est que c'est le parti qui a été le plus opprimé par Ben Ali. Et on retrouve toujours le même schéma, comme en Iran. C'est absurde une dictature qui opprime, parce que du même coup, qui opprime l'opposition. Car l'opposition qu'on opprime, évidemment, une fois qu'elle est renversée, c'est elle qui rafle la mise. C'est ce qui s'est passé. En plus, ils sont riches, ils ont l'argent d'Arabie Saoudite, des pays du Golfe, etc. Et puis, bon, c'est quand même finalement, en 5 ans, dans les années 50, qui c'est qui gagnait les élections d'Italie libérée? La démocratie chrétienne. C'était la démocratie chrétienne parce que le christianisme était un élément de cette résistance. En Pologne, ce sont des catholiques très conservateurs. Donc, si vous voulez, il ne faut pas dramatiser, mais en revanche, en Libye, c'est tout à fait différent. Et c'est vrai, on y reviendra, mais que quand Marine Le Pen a dit, voilà, on a fait une guerre pour amener au pouvoir des gens qui veulent établir la charia, elle a même parlé de dictature islamiste, elle a marqué un point. Incontestablement, ça va ébranler les gens. Alain Madelin ? Oui, souvenons-nous quand même qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait, ça ne s'est pas fait, mais c'est presque, de mettre les références aux valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne. Et l'on découvre qu'un pays arabo-musulman, il est aussi musulman. La vraie question qui se pose, c'est fallait-il continuer des politiques de connivence avec un certain nombre de dictatures ou d'autocraties parce qu'il y avait la crainte des barbus. Beaucoup l'ont fait, certains par intérêt, d'autres par conviction. Je pense que c'est un mauvais calcul. En réalité, et là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a de la démocratie en Tunisie. Oui, et toutes en Libye, ces constitutions vont avoir une référence islamique. Ce n'est pas un drame. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que l'on met dedans. La charia est compatible avec l'état de droit. Pour peu qu'on fasse des lectures... Vous posez la question. Vous posez la question. Attendez, voilà. La charia, Jean-François Kahn a raison. La charia, en soi, moi j'ai travaillé sur cette question, parce que je me suis posé cette question au lendemain de la chute du mur de Berlin. Est-ce qu'on va vers la guerre des civilisations ? Est-ce que l'islam est compatible ou n'est pas avec la modernité. Si je réponds qu'il n'est pas compatible avec la modernité, bonjour l'apocalypse. En réalité, il l'est, mais la respiration va être difficile. Si vous baladiez dans l'Espagne de l'Inquisition, autrefois, et vous posiez la question, est-ce que le catholicisme est compatible avec les droits de l'homme ? La réponse n'était pas évidente. La réponse n'est pas évidente non plus. Il va falloir beaucoup de pression, beaucoup d'accompagnement. Mais en soi, je pense que justement, il faut regarder ces nouvelles démocraties comme étant une chance. Il y a des risques, mais comme étant une chance historique de marier l'islam et la modernité. C'est une étape historique inévitable, c'est ça ? C'est une étape historique incontournable. D'abord, c'est une étape historique inévitable, on l'a connue. Il a raison, on l'a connue. On a bien vu qu'un catholicisme qui refusait la démocratie à l'origine, il faut relire la liberté de penser, la liberté de la presse. On a vu comment investi dans la démocratie chrétienne, peu à peu, il a accepté la démocratie et peu à peu, il a accepté une dose de modernité. Et puis, c'est les Tunisiens qui ont voté. Il y a quand même le progrès qu'ils votent, que c'est la démocratie, que c'est le pluralisme. Et on ne peut pas leur dire, on est pour la démocratie, mais à une condition. Vous votiez comme on a envie.
Si vous votez pas comme on a envie, on n'est plus pour la démocratie. Pour la Tunisie, en revanche, pour la Libye, je continue à penser qu'on a fait une erreur énorme, qu'on va payer très cher. Pas le fait de venir au secours des populations civiles, mais ensuite d'avoir passé outre à la résolution de l'ONU et d'avoir fait une guerre, d'avoir participé dans une guerre civile pour mettre au pouvoir un clan. Et on va le payer très cher, parce que là, il y a des islamistes. Et là, ils sont radicaux. Là, ils sont surarmés. Là, ils peuvent utiliser un certain nombre de tribus. Et là, quand on va mettre au pouvoir, ou qu'on va soutenir au pouvoir des libéraux bien propres sur eux, présentables, ils vont dire « Ah, vous avez été mis au pouvoir par le temps, par les croisés, etc. » Et ça va être terrible. On va avoir un chaos qu'on va payer très cher. La première des choses dans tous ces pays, c'est de faire une assemblée constituante pour faire une constitution. Le principe d'une constitution, c'est même avec 51% des voix, vous ne votez pas une constitution. C'est que vous avez des majorités qualifiées beaucoup plus larges pour faire un contrat social qui tienne compte de tout le monde. Si vous voulez, la démocratie qui est à construire, c'est pas la loi de la majorité. Parce que la loi de la majorité, si les majorités sont des barbus musulmans islamistes, non. Non, la Constitution, Jean-François Kahn, c'est le droit de la minorité. Et c'est ça qu'il faut faire à l'intérieur de l'islam, c'est essayer de repérer quelle est la part de valeurs fondamentales qui, dans la charia, ça existe aussi, les droits de la minorité que l'on se mettra d'accord pour garantir. Et dans les droits de la minorité, il y a un big problème, ce sont les droits de la femme. C'est pour ça que je vous dis que la Libye, c'est pas la même chose que la Tunisie. Les droits des femmes, c'est fondamental. Merci beaucoup à tous les deux. Il a précisé qu'on allait rétablir la polygamie et interdire le divorce. C'est pas, il n'a pas simplement dit charia, vous avez quand même... franchement, il a donné des détails. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Merci beaucoup à tous les deux. Le 20h avec Thomas Misraki dans un instant et nous on se retrouve la semaine prochaine.